Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet atelier d'information Partir à l'étranger, pourquoi pas moi, qui vous est proposé par la plateforme agitateur de mobilité.fr. Je suis Julien Péat, directeur de la Maison de l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté et je suis accompagné de mon acolyte. Delphine Issartel, donc d'Infojeunes Bourgogne-Franche-Comté, CRIGE. Voilà, donc 4 temps vous seront proposés pour essayer de balayer l'ensemble des programmes, des dispositifs, bref, des possibilités qui vous sont offertes pour vivre une expérience à l'étranger, s'engager en volontariat et partir autrement. Ça paraît un petit peu mystérieux comme ça, mais il ne s'agit pas de monter dans une navette pas encore en tout cas, mais vous verrez, il y a d'autres façons, on va dire, un peu moins classiques de vivre une expérience. Delphine, un petit point sur celles et ceux qui sont avec nous pour cette session, à la fois en présentiel et en distanciel. Tout à fait. Donc, c'est organisé en partenariat, du coup, avec d'autres structures, enfin plusieurs structures du réseau régional Infojeunes. Donc, avec la présence des structures Infojeunes de la ville de Belfort, de Lons, de Vesoul, de Nevers, Dijon et Chenôve, sachant que nous, physiquement, on se trouve à Besançon. Voilà, donc la partie. Et puis simplement pour vous dire que aussi le déroulement de la séance, on a fait le choix de venir de faire intervenir donc des experts en la matière, que ce soit sur la thématique de faire un stage, le volontariat et les études, voilà, pour vraiment vous apporter les bonnes informations sur ce temps concis et synthétique qui durera donc 2 heures. Exactement, et on va démarrer avec la première session qui concerne les études. Donc, on a souvent le réflexe de penser que les programmes de mobilité sont réservés aux étudiants de l'enseignement supérieur, ce qui n'est pas, ce qui n'est plus en tout cas le cas. On est sur une approche beaucoup plus horizontale de l'éducation et de la formation, avec même toute une partie, on va dire, avant le bac, donc avant l'accès aux études supérieures. Avec nous, plusieurs témoins, ici présents physiquement ou à distance. On va pouvoir ainsi balayer à la fois la question financière, mais la question aussi assez pratique, pour le coup, du qui fait quoi et comment est-ce qu'on accède effectivement à ces propositions. Première intervention sous forme de témoignage, puisque on va donner la parole à Léandre Viennot, qui est président d'ESN Besançon, qui va nous expliquer, nous rappeler ce qu'est ESN et pourquoi cet acronyme. Et surtout, il va nous expliquer ce que lui a apporté son expérience de mobilité et comment, d'une certaine manière, il la prolonge maintenant avec l'association. Donc, bonjour à tous. Je me présente. Je suis Léandre Viennot, président d'ESN Besançon. ESN, c'est Erasmus Student Network. Donc, en fait, nous sommes l'association des étudiants internationaux. Bien entendu, même s'il y a Erasmus dans notre nom, on s'occupe de toutes les personnes en mobilité. Et moi, j'ai eu la chance de partir pendant 1 an en Sibérie, en Russie, dans le cadre de ma licence. Donc voilà, c'était pour ma 3e année de licence. Je suis parti de août à juin pour terminer mes études, terminer ma licence en langue étrangère appliquée anglais-russe. C'est vrai que la Russie, c'est pas vraiment un endroit auquel on pense partir. Pour moi, c'était l'occasion de apprendre la langue dans un milieu, on va dire, où j'avais pas la chance de pouvoir parler anglais. C'était vraiment pour me mettre dans des conditions, on va dire, les plus difficiles possibles, pour me forcer un petit peu à apprendre le russe, parce que j'étais vraiment parti pour ça. C'était ma première grande expérience, le premier voyage loin de chez moi. Et c'était pas simple. C'était quelque chose de très difficile de se dire de partir. Mais quand on voit un petit peu en regardant derrière ce que ça donne maintenant, c'est juste, pour moi, l'aventure de ma vie pour l'instant, en tout cas. C'était partir 1 an loin de tout, loin de la famille, pas pouvoir revenir, pas avoir la chance de parler une langue couramment là où on est. C'était aussi faire des rencontres improbables avec des personnes qui s'intéressent à vous juste parce que vous êtes l'étranger de chez vous, enfin de chez eux. Et vraiment, c'était déroutant.
c'était déroutant et c'était aussi l'occasion voilà, de découvrir quelque chose d'autre que chez moi. Alors, spontanément, on se dit que la Russie ne fait pas partie de l'Union européenne et ne fait pas des pays membres du programme Erasmus+. Mauvais contact avec le micro. Bon. Ça prouve bien que les possibilités de mobilité ne sont pas limitées à Erasmus et à l'Union européenne. Alors concrètement, comment tu as fait en deuxième année pour accéder à cette démarche? Alors, comme tous les étudiants de deuxième année de langue étrangère appliquée, j'ai assisté à toutes les réunions pour pouvoir partir à l'étranger. Il y en avait beaucoup, heureusement d'ailleurs, parce que sinon j'étais perdu. J'avais aussi la chance d'être accompagné par plusieurs professeurs, notamment parce qu'il y avait énormément de destinations en Russie. Même si on pouvait ne pas penser, il y avait Moscou, Nijni Novgorod, Barnaoul, enfin énormément de villes. Et rien que de choisir parmi tous ces noms qui nous semblent barbares à première vue, c'était déjà compliqué. Donc j'avais la chance aussi voilà, de participer à toutes ces réunions d'information qui étaient là juste pour nous aiguiller, nous dire ah ben voilà, comment partir, comment aussi être aidé si jamais on n'a pas forcément les moyens, ce qui était mon cas, être aidé par l'Europe, être aidé peut-être par la ville, par la région. Enfin voilà, tout ça. Et on y viendra juste après, justement, sur les questions financières. Tu es parti en août, tu l'as dit, d'août à juin. Clairement, quand est-ce que tu as commencé les démarches et quand est-ce que tu les as terminées d'un point de vue administratif, disons? Peut-être d'un point de vue administratif, dès que j'ai su que je partais, dès que mon affectation avait été envoyée, j'ai commencé tout de suite à faire mes démarches. Donc je pense que ça devait être au niveau peut-être de février. J'ai voulu m'y prendre le plus tôt possible parce que on sait qu'il y a beaucoup de demandes. On sait aussi qu'il y a beaucoup de papiers administratifs parce que forcément c'est quelque chose d'assez important en termes de paperasse, si je peux le dire comme ça. Il y a beaucoup de justificatifs à donner, donc moi je suis pris le plus tôt possible. Je sais qu'il y a certains de mes anciens potes de la fac qui se sont pris trop tard et qui n'ont justement pas eu le temps d'avoir les papiers nécessaires. Est-ce qu'il y avait une forme de concurrence, entre guillemets? Est-ce que les places sont chères pour partir en Russie ou au contraire, c'est une destination qui reste encore sous-dotée? Alors, dans la licence dans laquelle j'étais, il y avait quand même beaucoup de destinations, je le répète, mais là où j'ai décidé de partir, justement, j'étais un petit peu le mouton noir, c'est-à-dire que je suis parti en plein milieu de la Sibérie, là où ça tape dans les moins 50 en hiver. Autant vous dire que c'était pas non plus voilà, la ville balnéaire qui faisait envie. Les autres villes, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de demandes, donc c'était coriace. Donc vraiment, c'était un peu une compétition. J'ai eu la chance d'avoir un bon dossier pour pouvoir partir là-bas, mais vraiment, c'était complexe. On rappelle que ESN est présent aussi à Dijon et dans le Nord Franche-Comté. Peut-être donner les coordonnées pour celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, et leur dire que même sans être parti, on peut participer aux activités. C'est une façon aussi de rencontrer des jeunes, des étudiants d'autres pays et de démarrer peut-être une expérience de mobilité tout en restant en France. Exactement. L'association des étudiants internationaux, ESN Besançon et même ESN France en général, donc on a 36 sections en France, il y en a plus de 500 dans le monde entier. On est là pour accompagner les internationaux, les personnes qui font leur Erasmus, qui font leur programme d'échange dans leur quotidien, dans leur mobilité. Et en tant que bénévole ou même en tant que juste accompagnant pour une sortie ou quelque chose du genre, on participe un petit peu à un Erasmus, mais en tant que personne accueillante. Et c'est un premier pas dans l'international, c'est un premier pas dans la mobilité. Ça nous permet aussi de savoir de quoi les étudiants ont besoin et peut-être de quoi on va avoir besoin quand on va partir à l'étranger. Merci beaucoup, Léandre, pour ce témoignage. Donc, on a eu le point de vue d'un étudiant. On va maintenant avoir le point de vue de ceux qui rendent tout cela possible. On va se connecter avec Dijon, l'université de Bourgogne, et Daria qui va nous expliquer concrètement, du point de vue de l'université, de ses composantes, bien comment on gère, comment on planifie l'envoi et peut-être l'accueil aussi, parce que ça se fait quand même en réciprocité, de manière générale, l'envoi, l'accueil d'étudiants donc en échange, que ce soit avec Erasmus ou avec d'autres dispositifs.
Oui, tout à fait. Donc, je vais présenter un petit peu les possibilités qui existent pour les étudiants de l'Université de Bourgogne. Grâce au partenariat que l'université a signé avec les universités étrangères, nos étudiants ils peuvent partir étudier dans le cadre d'un échange pendant plusieurs mois, voire pendant toute l'année universitaire. Ils peuvent même cumuler plusieurs mobilités durant leur séjour, que ce soit combiner plusieurs études, séjours d'études ou plusieurs mobilités stages avec les études, par exemple. On a beaucoup de possibilités, peu importe ce qu'on fait comme études à l'université, vous pouvez toujours partir dans le cadre d'un échange. Certains vont avoir un choix entre une dizaine d'universités, d'autres vont peut-être avoir un choix entre même plusieurs dizaines d'universités en Europe ou un peu partout dans le monde. Mais peu importe votre domaine d'études, vous pouvez toujours partir. Donc, il n'y a pas que les étudiants en langue qui partent, il n'y a pas que les étudiants d'excellence qui partent. On aimerait envoyer chacun de nos étudiants au moins une fois à l'étranger, que ce soit pour les études ou pour le stage, durant leur parcours universitaire. Donc, vraiment, profiter de toutes ces possibilités qui existent, effectuer au moins une mobilité internationale. Alors, si on parle des avantages des programmes d'échange, ça va surtout être le fait que vous êtes accompagné administrativement et pédagogiquement, d'un côté par l'université d'origine en France et de l'autre côté par l'université partenaire à l'étranger. Les démarches sont beaucoup plus simples que si vous partez étudier à titre individuel. Il n'y a pas les frais d'inscription à l'université partenaire, donc vous étudiez gratuitement là-bas et surtout, il n'y a pas de perte de temps, c'est-à-dire toutes les matières que vous validez à l'étranger sont automatiquement validées à l'Université de Bourgogne. Bien sûr, vous pouvez partir en Europe, vous pouvez partir un peu partout dans le monde si on a un partenariat dans votre domaine d'études, donc ça laisse quand même pas mal de choix. Et concrètement, ce qui concerne les programmes qui existent, bien sûr, il y a les programmes Erasmus+, avec lesquels vous pouvez partir dans tous les pays de l'Union européenne et encore plusieurs autres pays qui participent au programme, comme la Turquie, l'Islande, la Norvège, etc. Il y a également toutes les conventions de coopération que l'Université de Bourgogne a signées avec les universités étrangères en Europe, mais également partout dans le monde, là où le programme Erasmus n'existait pas. Et il y a un programme spécifique, programme BCI, qui vous permet d'effectuer un semestre ou un an dans une université québécoise. Et ensuite, on a tout un tas de programmes, des dispositifs spécifiques. Par exemple, l'année internationale du ETI pour les étudiants inscrits à l'UT. On a également les doubles et triples diplômes qui permettent aux étudiants d'étudier dans plusieurs universités et à la fin de leur parcours, ils obtiennent en fait le diplôme de chaque université où ils ont étudié, ce qui est encore plus valorisant que de partir juste en échange et où on valide juste les crédits SCTS. On va, Daria, peut-être juste élargir un peu la focale. Là, ce qui est présenté concerne l'Université de Bourgogne, mais si on considère l'enseignement supérieur dans son ensemble et les établissements en Bourgogne-Franche-Comté, le principe reste le même, c'est-à-dire qu'on a soit des partenariats, des accords bilatéraux entre des établissements, soit des initiatives qui sortent du cadre d'Erasmus, mais le principe reste le même, c'est-à-dire on va suivre des études là-bas et si on valide ces examens là-bas, ça compte dans le diplôme ici, c'est bien ça? C'est-à-dire, ce que j'allais dire à la fin pour résumer, peu importe dans quelle institution de l'enseignement supérieur vous serez inscrit, il y aura toujours la possibilité pour partir à l'étranger dans le cadre d'un échange, dans le cadre d'un programme et également obtenir les financements qui vous facilitent votre séjour à l'étranger. Il y a des différentes bourses qui existent. Elles sont cumulables entre elles. Certaines, tout dépend en fait de votre pays de destination. Parfois, les bourses vont couvrir complètement tous vos frais, mais dans certains cas, non. Donc, il faut prévoir quand même financièrement votre départ à l'étranger. Mais dans tous les cas, même si les bourses sont cumulables entre elles, un conseil, c'est d'avoir de l'argent en avance pour pouvoir partir, pour pouvoir vivre pendant les premières semaines, premiers mois sur place. Mais voilà, tout ce que j'ai dit, ça s'applique à la majorité ou à la totalité des enseignements, des établissements de l'enseignement supérieur en Bourgogne-Franche-Comté, en France et même à l'étranger, parce que tout le monde fonctionne de la même manière. Il y a toujours un référent ou une référente de l'international et de la mobilité dans les établissements d'enseignement supérieur. Une question peut-être sur le moment, le meilleur moment, ou en tout cas le moment possible pour partir. En quelle année, quel cycle? Est-ce qu'on peut partir plusieurs fois?
Voilà, on peut partir plusieurs fois. Un conseil général que je donnerais à tout le monde, c'est déjà de réfléchir c'est qu'on veut faire au niveau universitaire, quel type d'études, jusqu'à quel niveau, quelle spécialisation, et ensuite voir comment la dimension internationale peut s'intégrer dans votre parcours. Est-ce que vous allez partir déjà en deuxième année pour un échange pendant un semestre, ensuite repartir en stage pendant un semestre en licence 3, repartir au niveau master pendant toute l'année en échange. Donc, il y a vraiment beaucoup de combinaisons qui existent, mais tout se fait en accord avec les responsables de formation, bien sûr, et avec les coordinateurs d'échange. Donc, c'est des professeurs au sein des universités qui sont en charge des conventions de coopération avec l'université où vous aimeriez effectuer votre séjour à l'étranger. Je conseillerais à tout le monde de commencer les démarches vraiment assez tôt, au minimum 6 mois, voire 1 an en avance, parce qu'il y a des procédures administratives à effectuer. Déjà, il y a la sélection au sein de votre organisme d'éducation ici en France. Ça peut être aussi une procédure au niveau de votre faculté, ensuite une autre procédure au niveau central auprès des relations internationales, puis il y a également la candidature auprès de l'université partenaire. Donc tout ça, ça prend du temps. Il y a les dates limites, différentes dates limites en fonction de votre faculté, de votre université en France et également de l'université partenaire. Ces dates ne sont pas forcément les mêmes, donc faites attention de ne pas être en retard, de faire toutes les démarches comme il faut. Même au début de l'année universitaire, commencez déjà à vous renseigner comment partir l'année prochaine. Parfois, il sera possible de partir déjà au second semestre de l'année pendant laquelle vous commencez à vous renseigner, mais le mieux, ça serait vraiment de prévoir ça au moins 1 an en avance pour être sûr d'être dans les délais. Après, Très il y a bien. aussi… On rappelle les coordonnées, le site de l'Université de Bourgogne, c'est… c'est www.u-bourgogne.fr. Vous avez une rubrique internationale et là-dedans, vous avez une sous-rubrique Partir à l'étranger avec tous les détails nécessaires. Voilà, et on renvoie aussi sur le site agitateurdemobilité.fr qui recense l'ensemble des structures, des services pour les études spécifiquement à l'étranger. Alors, on a parlé d'expérience de vie, on a parlé de démarches administratives, on va dire académiques. On va parler à la question qui brûle les lèvres à tous les candidats au départ, c'est celle des aides et des financements. Et un des pourvoyeurs justement d'aide à la mobilité depuis très très longtemps, c'est le Conseil régional, donc de Bourgogne-Franche-Comté en l'occurrence, dont nous avons ici une représentante qui va nous expliquer comment la région a décidé de soutenir l'ensemble de celles et ceux qui veulent partir. Alors ça s'applique à notre thème études, mais on y reviendra tout à l'heure pour l'ensemble des possibilités offertes aux jeunes bourguignons franc-comtois. Oui, donc effectivement, la région soutient financièrement les jeunes qui veulent partir à l'étranger dans le cadre d'études. Donc ça s'adresse à des jeunes qui partent dans le cadre d'un échange, qui sont inscrits dans un établissement donc en Bourgogne-Franche-Comté et qui, dans ce cadre-là, comme vient de l'expliquer Daria, peuvent partir via le programme Erasmus, mais pas seulement, aussi via d'autres programmes d'échange. Donc, il faut bien que ça se passe dans le cadre d'un échange. Un jeune qui décide de lui-même de partir dans une université à l'étranger ne va pas faire partie des bénéficiaires de ce dispositif-là. La région donc, finance des périodes de mobilité d'une durée de 3 à 10 mois. Donc, en gros, c'est 1 à 2 semestres d'études. Elle ne finance qu'une période de mobilité, donc ça doit être une réflexion aussi de votre part si vous voulez partir à différents moments de votre cursus, de réfléchir si vous voulez partir un semestre dans un premier temps, en deuxième année et peut-être dans le cadre de votre master toute une année. Réfléchir, ça sera plus stratégique de faire une demande pour l'année de master, l'année complète de master. Il y a quand même quelques critères à respecter. Notamment un critère de revenu. On prend en compte le quotient familial, donc on va regarder combien la plupart du temps votre famille, puisque vous êtes rarement financièrement indépendant. On va regarder combien vous avez de revenus, donc le revenu imposable qu'on va diviser par le nombre de parts. Donc après, le montant de la bourse, l'éligibilité à la bourse va dépendre en gros des revenus et de la composition de la famille. Est-ce que tout le monde touche quelque chose ? Non, tout le monde ne touche pas quelque chose. Il y a un plafond ou un minimum qu'il faut à atteindre pour pouvoir toucher la bourse.
Mais en général, on va dire les boursiers touchent forcément notre bourse et on touche plus de gens que les seuls boursiers. On n'a pas les mêmes critères que le Crous, donc même si vous n'êtes pas boursier et que vous avez l'impression de n'avoir jamais droit à quelque chose, faites quand même le calcul. Ça peut valoir le coup parce que souvent, on arrive à toucher plus de gens que juste les boursiers. Il faut tenter sa chance. Voilà, faut tenter, d'autant plus qu'il y a maintenant sur le site de la région un petit simulateur qui peut vous donner quelques petits indices, même si, voilà, vous pouvez aussi toujours bien sûr nous demander pour vous assurer, mais c'est quand même assez fiable et ça vous permet quand même déjà de savoir si vous avez droit et d'avoir aussi une idée du montant auquel vous pouvez avoir droit. Parce que pareil, le montant après va évoluer donc en fonction de la durée de votre mobilité, si vous touchez une bourse Erasmus ou pas. Parce que si vous touchez déjà une bourse Erasmus, vous pouvez cumuler une bourse de la région, mais un autre barème, et en fonction de différentes tranches. Une question qui est souvent posée, en tout cas qu'on entend à la Maison de l'Europe, ce sont des parents de jeunes qui étudient en dehors de la Bourgogne-Franche-Comté. Alors, nous, on va vraiment financer uniquement les jeunes qui sont inscrits dans un établissement en Bourgogne-Franche-Comté. Maintenant, la plupart des régions proposent des dispositifs quasi similaires. Donc, chacun a ses propres critères. Il y en a certains qui font le choix de ne financer que certaines formations. Enfin, voilà, chacun a ses critères. Mais ça vaut quand même toujours le coup de se renseigner auprès des différentes régions parce qu'il peut y avoir des dispositifs qui peuvent vous concerner. Le critère, c'est où j'étudie et non pas où je vis, ou en tout cas le domicile de mes parents. Ça représente combien de jeunes chaque année aidés par la région? Alors, on va partir d'une année sans crise sanitaire. Voilà, au hasard 2018-2019. Donc voilà, en général, donc sur les bourses études et stages, on finance à peu près 2600 jeunes. Pour un montant en millions d'euros? Alors, les bourses moyennes, donc c'est très variable. Je crois que j'ai les chiffres. La région, mais quel montant? C'est ça qui est intéressant de savoir quand même sur... c'est un dispositif assez généreux et c'est voilà. Alors les bourses mensuelles, elles vont de 90 à 380 euros. Donc ça dépend. Donc comme je vous expliquais de bourse Erasmus, vos revenus déjà à la base. Donc ça fait et du coup la moyenne pour une bourse d'études, la moyenne de ce qu'on donne, c'est à peu près 1 000 euros. Sachant que vous touchez la bourse en 2 fois, 80% d'un coup et 20% à votre retour quand vous nous justifiez de l'ensemble de votre période de mobilité et du bilan. Donc, ça fait en général, pour une période d'études en tout cas, une bonne somme d'un coup, à vous après de la répartir en fonction de vos besoins sur l'ensemble de la période de mobilité. Pour un panorama complet, on peut rappeler que les bourses sur critères sociaux sont conservées même dans le cas d'un départ à l'étranger, donc c'est cumulable avec cette aide régionale, et que celles et ceux qui partent en Europe bénéficient du financement de l'Union européenne et de la bourse Erasmus+. Donc il y a un bonus pour une mobilité en Europe et qui n'existe pas nécessairement vers les autres destinations, on va dire, hors continent. Autre chose à ajouter, Stéphanie ? Sur la partie études, non, on reviendra tout à l'heure sur la partie stage. On continue avec nos partenaires qui sont connectés et on va parler maintenant des possibilités de mobilité qui sont offertes non pas dans l'enseignement supérieur, mais avant, ce qu'on appelle l'infrabac. Et on donne la parole à Géraldine Mazuet, donc du rectorat. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc oui, comme tu viens de le dire, Julien, moi je vais vous présenter les différentes possibilités de partir quand vous êtes encore ce qu'on appelle un collégien, un lycéen ou même avant, puisque les mobilités sont envisageables dès la maternelle. Donc évidemment, le premier programme qui va pouvoir permettre la mobilité à l'étranger dans le cadre de la scolarité, c'est le programme Erasmus. Alors là, c'est un petit peu plus complexe que pour l'enseignement supérieur, puisque là, c'est l'établissement qui va déposer des demandes de mobilité pour ses élèves. Donc, au niveau de la région académique, la délégation régionale académique aux relations européennes, internationales et à la coopération a déposé une accréditation et elle a un consortium qui s'intitule « Bouger, se former, changer » et qui va permettre d'offrir des mobilités à des élèves de la région académique.
Ça, c'est une première chose. Nous avons aussi beaucoup de partenariats avec différents pays. Alors, il y a aussi des programmes bilatéraux, notamment sur le franco-allemand. On travaille avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Et là, les élèves de troisième et de seconde peuvent partir pour des mobilités de 3 à 6 mois en Allemagne. Donc là, en ce moment, par exemple, c'est l'ouverture de la campagne pour le programme Voltaire et on a aussi le programme SOSEI. Donc là, c'est sur le franco-allemand. Il y a aussi la possibilité pour les élèves d'enseignement professionnel de partir également à l'étranger via la plateforme ProTandem. Alors, pour ce qui est du franco-britannique, qui était très recherché jusqu'à présent, le Brexit nous a quand même pas mal freiné dans nos élans, si je puis dire. Et là, pour le moment, c'est vrai que tout s'est arrêté puisqu'on n'a pas du tout de visibilité sur les démarches administratives qui doivent se faire pour les élèves. Au niveau du rectorat, on propose également différentes possibilités de mobilité. Par exemple, sur Besançon, il existe un partenariat avec la Suisse et le canton d'Argovie, qui est un canton germanophone. Et donc, les élèves de 5e, 4e et 3e peuvent partir pendant 15 jours en immersion chez un correspondant et recevoir ensuite le correspondant chez eux. Du côté de Dijon, on a à peu près la même chose. On est en partenariat avec le Land de Rhénanie-Palatinat. Et donc, on a le programme Romain Rolland pour les élèves de 3e, où là, pareil, pendant 15 jours, des élèves allemands vont venir sur l'académie et après 15 jours, les élèves français vont pouvoir partir. Là, actuellement, on a 150 élèves allemands qui sont dispatchés dans toute l'académie de Dijon. Et on a le même programme pour les élèves de seconde qui s'appelle Anna Zegers. Et là, cette fois-ci, la mobilité dure 1 semaine. On peut également partir avec le franco-espagnol, puisque la région académique a de nombreux partenariats avec différentes régions d'Espagne. C'est ce qu'on appelle le programme Picasso Mob. Et donc là, ce sont pour les élèves de 3e et de seconde. Et là, la mobilité s'effectue pendant 1 mois. Voilà, donc en Espagne, on a un partenariat avec la Rioja, la Galice et la Catalogne. Et on a aussi un partenariat avec la Serbie et on peut envoyer des élèves de seconde pendant 1 mois dans le lycée international de Belgrade où les élèves serbes apprennent le français et donc les élèves suivent les cours en français et en anglais avec leurs homologues serbes. Et enfin, il est toujours possible de partir à titre individuel durant sa scolarité. C'est-à-dire que si un élève a un correspondant quelque part dans le monde, on peut toujours l'aider à faire une demande d'appariement et un conventionnement avec l'établissement dans lequel il souhaiterait partir. Voilà, donc, il faut retenir, Géraldine, c'est que ces périodes de mobilité dans l'enseignement secondaire sont beaucoup plus courtes. Oui. Ce qui paraît normal, ça reste des mineurs dans un cadre plutôt de réciprocité, donc d'échange, dans un cadre familial aussi. Oui. On a ici, et c'est surtout en raison des examens, si je peux me permettre, Julien, parce qu'en fait, oui. qu'on soit en 3e, en première ou en terminale, on a toujours ce problème des examens qui fait que les élèves se disent on ne peut pas partir longtemps. C'est pour ça qu'on fait le choix d'offrir des mobilités qui vont de 1 semaine à 1 mois. Et donc, les parents, les jeunes eux-mêmes ou les enseignants aussi, il y en a dans la salle aujourd'hui, qui veulent plus d'informations, ils s'adressent à qui? Comment est-ce qu'ils obtiennent les… Alors, pour avoir toutes ces informations, alors, il faut savoir que nous, la DRAREC, on envoie tous les mois un bulletin d'information à destination de tous les enseignants et de tous les établissements scolaires. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, on a un site internet tout nouveau, tout neuf. Vous avez les coordonnées qui s'affichent, sur lequel sont répertoriées toutes les possibilités de mobilité. Et bien évidemment, on est joignable, Natacha Lanoux-Lecomte et moi-même, au rectorat de Dijon et de Besançon pour pouvoir accompagner les établissements, mais aussi les élèves dans leur démarche pour des mobilités. Est-ce que les aides financières s'obtiennent sur le modèle des études supérieures ou est-ce qu'il y a des différences? Alors, pour ce qui est de la programmation Erasmus, la région académique a fait une demande d'accréditation. Donc là, on a les subventions. Après, il suffit que les établissements proposent des projets pour se voir accorder ou non des mobilités. Pour les autres, tout ce qui est le programme Romain Rolland, Anna Zegers, c'est gratuit.
y a pas de, les familles n'ont rien à débourser. Comme c'est une réciprocité, les élèves français accueillent les correspondants allemands et après les Français vont en Allemagne. Donc là, il n'y a pas de financement demandé aux familles. Pour Picasso Mob vers le franco-espagnol, on demande une participation pour le transport, pour les emmener en bus. Après, pour tout ce qui est des mobilités individuelles, là, forcément, c'est tout ce qui est c'est à la charge de l'élève et des familles. Pour les programmes avec l'OFAGE, il existe également des subventions, des petites bourses, on va dire, qui permettent de prendre en charge les frais de déplacement. Mais comme il y a de la réciprocité, finalement, c'est des programmes qui ne coûtent pas grand-chose. Merci beaucoup, Géraldine. On va peut-être se tourner vers nos publics ici à Besançon ou dans les autres villes qui sont connectées avec nous. Est-ce qu'il y a des questions pour nos intervenants ? Alors, je regarde peut-être à l'écran. Est-ce qu'on voit des demandes de parole ? Écoutez, du côté de Dijon, il n'y a pas de questions de la part de l'Assemblée. Nous sommes une vingtaine de personnes et puis tout s'est très bien passé, on a très bien entendu et puis on a très bien vu les diaporamas. Voilà. Donc, on renvoie tous les participants au site agitateurdemobilité.fr qui est vraiment la porte d'entrée, le portail d'information sur toutes les expériences de vie à l'étranger. S'il n'y a pas de questions ou de compléments à apporter ici ou en visio par nos intervenants, on vous remercie de votre participation et de vos précieux conseils. Et on va passer à la deuxième partie, Delphine, faire un stage. Faire un stage, tout à fait. Donc, avec d'autres intervenants. Donc, Léandre, je t'invite à quitter l'estrade et donc à appeler Alison et Ragna, donc, qui vont intervenir sur la partie faire un stage. Donc, comment ? Ah oui, pardon. Non, les volontaires. Donc, on va évoquer faire un stage pendant la vingtaine de minutes à travers donc les différents interlocuteurs. L'idée, c'est pas forcément d'être exhaustif, mais de présenter voilà, des points particuliers de la notion de faire un stage à l'étranger, par exemple avec la Maison Rhénanie-Palatinat, qui va plus aborder la partie évidemment départ en Allemagne, et puis le consortium MFR et Rectorat, région académique, pour la partie stage pour la formation dans le domaine de la formation professionnelle. Donc, faire un stage, il y a aussi des questions sous-jacentes, c'est-à-dire faire un stage à l'étranger. Certaines universités, certaines écoles rendent le stage à l'étranger obligatoire. Par contre, on peut de toute façon effectuer un stage à l'étranger, même s'il n'est pas obligatoire dans le cursus. Voilà, la durée peut être un petit peu différente selon les dispositifs, le cursus qu'on suit, et éventuellement, le stage peut aussi s'effectuer en dehors des études. Voilà, dans certains cas. Voilà, donc on va essayer de brosser l'ensemble de ces éléments-là, en commençant par Daria de l'Université de Bourgogne qu'on a entendu tout à l'heure, mais évidemment qu'en tant qu'université, peut aborder la notion des stages pour les étudiants. Oui, voilà, tout à fait. Donc, en fonction de la formation que vous suivez, vous aurez potentiellement un stage facultatif ou obligatoire à faire. Il peut, dans la majorité des cas, se faire tout à fait à l'étranger, tout comme en France. Parfois, vous aurez des pistes de recherche de stages de la part de vos responsables de formation, mais dans la majorité des cas, c'est quand même les étudiants qui doivent trouver eux-mêmes leur stage. Nous, sur le portail étudiant Ubelink, il y a une rubrique spécifique pour les stages à l'étranger. Elle est ouverte à tout le monde. Même si vous n'êtes pas inscrit à l'UB, vous pouvez la consulter. On vous donne plein de pistes, comment rechercher un stage à l'étranger, plein de conseils, plein de sites qui publient les offres des stages à l'étranger, et vous pouvez même consulter la base des données de tous les organismes où les étudiants de l'UB sont partis effectuer leur stage. Vous pouvez faire la recherche par rapport au domaine d'études, donc ça peut vous inspirer pour envoyer par exemple vos lettres de motivation, candidature spontanée à ces organismes-là. Donc
n'hésitez pas à regarder cette base de données. Bien sûr, quand vous avez trouvé votre stage, il va être validé par votre responsable de formation à l'université et ensuite, vous demandez la convention, le formulaire de convention des stages auprès de la scolarité de votre formation et vous la faites signer par votre responsable à l'UB et par l'organisme d'accueil. Tout comme pour les études, sachez qu'il y a des aides financières qui existent si vous souhaitez faire un stage à l'étranger. Ça peut être la bourse Erasmus plus de l'Union européenne si vous partez effectuer votre stage dans un des pays qui participent au programme Erasmus. Ça peut être aussi la bourse de conseil régional Bourgogne-Franche-Comté pour les stages à l'étranger. Ça peut être aide ministérielle à la mobilité internationale pour les boursiers de Crous. Donc, plusieurs aides existent et sont cumulables entre elles. Il y a également des stages spécifiques pour certains étudiants. Par exemple, les stages pour les étudiants qui font les études de français langue étrangère pour enseigner le français aux étrangers. Donc, il y a des sites spécifiques pour chercher ces stages-là. Il y a des stages dans les ambassades françaises. Ça peut être les stages, bien sûr, pour les gens qui font les études en relations internationales, mais aussi pour les étudiants en informatique, etc. Donc, les domaines sont assez variés. Il y a une procédure un peu spécifique pour postuler pour ces stages-là, mais c'est également une possibilité. Et puis, depuis récemment, l'Université de Bourgogne met à la disposition de ses étudiants un réseau des stages qui est en train d'être proposé par l'Alliance Fordem. Donc, l'Alliance Fordem, c'est une alliance des 7 universités européennes dans l'UB et on propose des stages dans les régions partenaires, en Italie, en Lettonie, en Espagne, en Allemagne, en Pologne et en Finlande. Donc, ces stages sont ouverts aussi à tous les étudiants de l'Alliance et il y a des stages spécifiques en plus pour les étudiants en enseignement. Donc, voilà, plein de possibilités concernant les stages en fonction toujours de votre formation, de ce que vous faites, comment est construite votre formation de base. D'accord. Simplement, est-ce que tout le monde entier est possible? Est-ce qu'on peut partir, quel que soit le pays, ou est-ce qu'il y a des formalités particulières à faire dès qu'on sort de l'Europe, par exemple? Alors, bien sûr, si on part en dehors de l'Europe, et ça dépend aussi de notre nationalité, parfois on va demander, on sera obligé de demander un titre de séjour, un permis de travail, et ça se fait auprès des représentants nationaux des pays où on se fait partir. Donc, voilà, il faut bien aussi commencer toutes les démarches en avance, la recherche de son stage, la demande des papiers si besoin, parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, je conseille aussi, 6 mois, peut-être. Voilà, c'est ça, tout à fait. D'accord. Merci, Daria. On va passer au consortium, en tout cas la Fédération régionale des maisons familiales et rurales, qui va vous expliquer en quoi consiste leur action pour les stages à l'étranger, donc avec Alison Franc-Demiche, qui est chargée de mission à la Fédération régionale. Ton micro doit marcher, je pense. J'essaye. Ouais. Oui, c'est bon. Et pense bien à le mettre. Je le reste prêt. OK. Bonjour à tous. Oui, alors moi, c'est Alison Franc-Demiche. Je travaille à la Fédération régionale des maisons familiales et rurales de Bourgogne-Franche-Comté. Et on travaille sur un consortium, c'est-à-dire un ensemble d'établissements qui se regroupent autour de la mobilité Erasmus+, qui est porté donc par les MFR, mais aussi par la DRARIC, donc les relations internationales sur les 2 académies de Besançon et de Dijon, et par le réseau du CNEAP, c'est-à-dire des lycées d'enseignement agricole privé. Donc, ce consortium permet la mobilité pour tous, c'est un peu notre credo, mais pour aujourd'hui, on va se concentrer du coup sur les jeunes, c'est-à-dire soit les lycéens qui sont en formation professionnelle, dans un lycée professionnel ou bien dans une MFR, soit pour les jeunes diplômés qui ont reçu leur diplôme il y a moins d'1 an, ou bien qui vont le recevoir et qui souhaiteraient effectuer une mobilité longue, c'est-à-dire plus de 3 mois. En termes d'information, donc pour les lycéens, ceux qui sont encore en formation pour arriver jusqu'à leur bac, c'est l'établissement qui va porter votre mobilité. Donc nous, dans notre consortium, il y a 70 établissements partenaires. Donc c'est votre référent mobilité qui va pouvoir vous renseigner, vous accompagner, que ce soit sur la préparation culturelle linguistique, trouver un partenaire d'accueil à l'étranger pour un stage qui sont d'ordinaire entre 3 et 4 semaines, des fois plus longs. Et voilà, qui va vous accompagner en mobilité et qui va vous permettre aussi de valoriser votre mobilité
sur une option facultative qui compte sur votre moyenne au bac. Donc, juste pour être sûr de comprendre, là, ça concerne les lycéens pro, du coup, uniquement qui sur la font un formation stage professionnelle. et dont l'établissement est partenaire du consortium, Et sachant non. que c'est une grosse proportion des établissements de la région. Alors, sur les MFR, oui, elles y sont pratiquement toutes. Oui, c'est ça. On doit être à 24 c'est une sur 29. condition, mais en tout cas, c'est assez ouvert et large. Et sachant que si vous êtes dans un établissement qui ne fait pas partie du consortium et que vous souhaitez aussi réaliser la mobilité, il y a la deuxième option. Alors, soit l'établissement rejoint le consortium et met en place de la mobilité, soit il y a la deuxième option post-bac. Donc, une fois que vous avez votre diplôme, vous pouvez effectuer une mobilité longue qui s'appelle Erasmus Pro, de minimum 3 mois qui peut aller jusqu'à 1 an. Donc, de nouveau, un stage dans une entreprise d'accueil. Et là, donc, il y a effectivement le CRIJ qui peut porter votre mobilité et vous accompagner, ou alors le consortium directement avec notre collègue qui s'appelle Anis, qui est spécialisé sur l'accompagnement des Erasmus Pro, qui va vous aider à monter votre dossier administratif, parce que là, c'est une démarche plus individuelle. Hein. Donc, qui va vous aider à monter votre dossier administratif, recherche de financement, et qui vous trouve même la structure d'accueil à l'étranger si vous n'en avez pas encore une sous la main. Et on va jusqu'à vous accompagner sur place et à votre retour en France, l'évaluation, enfin tout ce qu'il faut. Ça concerne tous les domaines d'activité, tous les cursus professionnels, et c'est jusqu'à quel âge? Il n'y a pas de limite d'âge. Nous, c'est vraiment votre statut en fait qui va faire qu'on va pouvoir vous offrir cette mobilité. Donc, soit vous êtes encore lycéen, soit vous avez eu votre diplôme et vous partez. Enfin, il faut un peu s'y prendre en avance. Donc, souvent, ça va être sur votre dernière année d'études. Vous vous engagez dans une démarche pour que l'année suivante, vous partiez en mobilité longue. Il faut simplement que vous ayez votre diplôme depuis moins d'1 an pour partir. Voilà. Et là, au niveau des aides donc du dispositif, en fait, c'est l'Union européenne qui finance tout ça. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur les aides financières, en l'occurrence? Oui, bien sûr. Alors là, du coup, c'est uniquement porté par Erasmus. Donc, c'est un système de forfait. Peu importe votre situation, vous aurez une bourse spéciale pour le voyage et une bourse spéciale pour vivre sur place, ce qu'on appelle le séjour, les forfaits séjour. Après, selon votre situation, si vous avez des difficultés familiales, sociales, etc., il y a des suppléments qui vous permettent d'investir dans du matériel, par exemple, ou s'il y a une destination qui coûte... qui est difficile d'accès, qu'il va falloir un peu plus d'argent pour prendre un train, ou c'est possible de compléter. Et il y a effectivement la région, toujours avec Dynastage, comme on vous a présenté précédemment, qui peut compléter votre forfait mensuel. Ça, et j'aurais aimé aussi vous dire par rapport au contact. Donc, si vous êtes encore en lycée, vous passez par votre référent mobilité. Par contre, si vous êtes intéressé par de la mobilité longue, nous, on a notre page Instagram. C'est moi qui l'anime. Donc, vous nous contactez en nous expliquant votre situation et votre projet, et on vous redirige vers la bonne personne ou vers le bon établissement pour mettre en place votre mobilité dans l'année à venir. Si vous pouvez vous y prendre au moins 6 mois à l'avance, c'est raisonnable. Juste, je pense, on va voir apparaître de nouveau les... Voilà, merci Olivier. Voilà, donc la page Erasmus BFC. Et sur le YouTube, j'ai oublié de le mettre sur la diapo, mais on a aussi le YouTube, donc Erasmus Bourgogne-Franche-Comté. On a beaucoup de capsules vidéo sur du témoignage, donc témoignage de tout type de mobilité, sachant que quand vous êtes lycéen, souvent les établissements organisent un montage avec des accompagnateurs qui vous amènent sur place, qui vous présentent à l'entreprise d'accueil et qui viennent vous chercher au retour. Donc, en termes de chiffres, sur l'année à venir, on a prévu 650 mobilités de jeunes. Et il y a plus de 200 accompagnateurs. Pas rien, c'est pas rien. Voilà, mais bon, en termes de ratio, voilà, un groupe part avec un accompagnateur, on ne lâche pas dans la nature. Parce que juste, en fait, quand on part en lycéen, comme ça, c'est en groupe. C'est à plusieurs, en tout cas. Ça va dépendre du projet d'établissement. D'accord. Mais ça peut, et du coup, chacun dans son stage qui peut être un petit peu différent, mais on va dans la même ville. Voilà. On vit à peu près ensemble, mais on peut avoir aussi une expérience professionnelle différente, c'est ça? C'est ça. En fait, sur les 70 établissements, on a 70 projets différents, mais ça peut être soit un gros groupe, par exemple, de 15 jeunes qui partent tous dans le même pays, mais qui sont dispatchés sur différentes structures. Il y a certains domaines, comme par exemple le SAPAT, dans des crèches ou des maisons de retraite, où ils sont en binôme dans les structures. Ils y vont à 2 ou même 3 des fois sur le même service. Et puis après, ça va jusqu'à l'accompagnement individuel selon le projet du jeune pour lui trouver son entreprise dans la destination qui lui plaît.
Sachant que vous, si vous avez aussi un contact, parce que je ne sais pas, vous avez rencontré une entreprise bulgare et vous souhaitez les rejoindre pour travailler là-bas, on peut aussi créer de la mobilité spéciale sur des structures à votre initiative. Ok, Voilà. super. Merci Alison. Merci à vous. On va passer maintenant à destination Allemagne, là en particulier, à la limite qui peut concerner un ensemble de jeunes, que ce soit dans le cadre des études ou pas, pour donc des jeunes qui auraient un projet de partir en Allemagne, spécialement en Rhénanie-Palatinat, puisque donc Ragna est là pour nous présenter les activités et les services apportés aux jeunes avec la maison Rhénanie-Palatinat. Je vais y arriver. Oui, bonjour à tout le monde. Je suis Ragna Enowski, du coup, de la maison de Rhénanie-Palatinat, qui est le centre franco-allemand dans la région à Dijon. Et la maison de Rhénanie-Palatinat, en général, s'occupe du renforcement de l'amitié entre la France et l'Allemagne en général, et plus particulièrement entre la région de Bourgogne-Franche-Comté et Rhénanie-Palatinat, qui se trouve à l'ouest de l'Allemagne. Et dans la maison de Rhénanie-Palatinat, il y a un bureau de stage qui propose un programme de stage pour les jeunes entre 18 et 30 ans, qui devrait avoir quand même un niveau d'allemand niveau B1 selon le cadre européen, mais qui ne sont pas... ça peut être un stage obligatoire dans le cadre des études, mais ce n'est pas forcément. Du coup, aussi pour des jeunes qui ont juste envie de partir faire un stage en Allemagne et plus précisément dans la région de Rhénanie-Palatinat, du coup. Et du coup, quel service vous leur apportez, qu'est-ce qu'ils peuvent venir chercher grâce à vous? Oui, du coup, les jeunes qui sont intéressés peuvent envoyer leur dossier en allemand, du coup, le CV et une lettre de motivation dans un domaine qui leur intéresse. Et nous, on va regarder le dossier ensemble, peut-être modifier niveau linguistique, grammatical, aussi la mise en page. Et après, on va chercher un poste qui peut convenir au domaine souhaité des jeunes. On va trouver du coup un stage, une place de stage en Rhénanie-Palatinat. On va créer ainsi le contact entre les jeunes de Bourgogne-Franche-Comté et les entreprises, les postes et institutions en Rhénanie-Palatinat. Donc du coup, vous accompagnez les jeunes au début de la démarche, on va dire, et vous allez jusqu'à même faire la recherche de stage pour les jeunes. Oui, voilà. Très bien. Ça sera du coup la maison de Rhénanie-Palatinat qui va trouver les places. Et ça peut concerner les stages, donc comme on vient de l'aborder, peut-être lycée pro, étudiants, tout profil jusqu'à 30 ans. Exactement, c'est ça. Très bien. Est-ce que vous avez du coup des conseils en général ou peut-être un intérêt pourquoi partir en Allemagne? Voilà, peut-être pour motiver certains jeunes qui voudraient partir en Allemagne ou qui se diraient aujourd'hui, ah non, l'Allemagne, je suis pas très fort en allemand, voilà, ça va être compliqué, je préférais l'Angleterre. Bon, voilà, qu'est-ce qui pourrait motiver un jeune pour partir en Allemagne? En général, je trouve partir à l'étranger, faire un stage, en général, c'est super, mais particulièrement l'Allemagne, c'est le partenaire économique le plus fort de la France. Du coup, ça peut toujours apporter que de plus. Approfondir son allemand dans un cadre professionnel. Et en plus, il y a beaucoup de bourses pour partir en Allemagne et pour justement renforcer cette amitié franco-allemande. Des bourses que Daria avait nommées, que voilà, c'est de la région, de l'OFAGE, du coup de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Du coup, c'est vraiment subventionné. Et là, à ce niveau-là aussi, vous pouvez conseiller, renseigner sur les différentes possibilités de soutien financier. Oui. Vous orienter, d'accord. Voilà, merci Ragna.
Oui, c'est tout. Ouais. Du coup, si vous êtes intéressé à ce programme-là, de participer. Il y a les coordonnées, Voilà. effectivement, sur l'écran de chacun, Voilà. donc de la maison Rhénanie-Palatinat à Dijon. Merci Ragna. On va passer maintenant à... zut, j'en perds mon latin. Oui, c'est ça. À la région, donc avec Stéphanie Van Papé, la chargée de mission au service enseignement supérieur et mobilité internationale, qui a effectivement déjà parlé des aides financières de la région Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre des études, mais cette fois-ci, c'est aussi dans le cadre des stages. Oui, effectivement. Donc, la région a différents programmes pour accompagner financièrement les jeunes qui souhaitent faire des stages à l'étranger. Donc, on a un premier programme qui s'appelle le programme d'Inastage, qui a déjà été un petit peu évoqué par mes prédécesseurs. Merci. Donc, c'est un programme qui s'adresse à des jeunes qui partent faire un stage à l'étranger dans le cadre de leur formation. Donc, encore une fois, il faut que ce soit sous couvert de l'établissement qui doit être, encore une fois, situé en Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, on touche différents publics, beaucoup, bien sûr, les étudiants qui font des stages au niveau master ou plus tôt, mais ça peut aussi concerner des apprentis, infra ou post-bac, et également des lycéens professionnels. Donc, à partir du moment où vous avez un stage à faire dans le cadre de votre formation et que vous réalisez ce stage à l'étranger, vous pouvez potentiellement bénéficier d'une bourse d'Inastage de la région Bourgogne-Franche-Comté. Comme pour les études, on a des critères, notamment on prend en compte les revenus de la famille. Il y a aussi un critère de distance. Votre stage doit se réaliser à plus de 150 km à la fois de votre ville d'études et de votre ville de résidence. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Les bourses c'est des montants qui vont de 150 € à 380 € par mois. Donc après, ça dépend de nouveau de la période pour laquelle vous partez. Il faut partir au minimum 2 semaines pour percevoir une bourse de la région et vous pouvez toucher une bourse jusqu'à 6 mois. Sachant que pour le programme d'Inastage, vous pouvez aussi faire 2 demandes, puisqu'on part du principe que vous pouvez potentiellement faire 2 périodes de stage, mais on reste dans cette période globale de 6 mois. Donc, si vous avez un premier stage de 2 mois à faire lors de votre BTS, par exemple, vous pouvez avoir une bourse. Et si vous continuez vos études et que vous faites encore un stage, vous pouvez encore une fois compléter par un financement pendant 4 mois. Donc, c'est cumulable plusieurs stages à hauteur de 6 mois maxi. Oui. Par contre, pour ça fonctionne comme tu l'as dit tout à l'heure. Et entre études et stages, on peut par contre cumuler. Oui, tout à fait. Ouais, ok. On peut, alors il y a différents types de cumul. On peut cumuler à différents moments de son cursus. Donc, si on a fait un bac pro et qu'on a fait un stage lycéen et qu'on continue ses études après, rien n'empêche de percevoir de nouveau une bourse d'Inastage étudiant cette fois, alors qu'avant c'était d'Inastage lycéen 2 fois. S'il y a une période d'études entre, on peut aussi avoir une bourse acquise. On ne peut pas partir au même moment, bien sûr, mais tout ça peut être dans le temps tout à fait cumulable. Et comme tout à l'heure, les bourses de la région sont cumulables avec les bourses sur critères sociaux. Avec les bourses Erasmus, on applique juste un autre barème. Voilà, donc ça, c'était une première possibilité de financement. Après, la région propose encore un autre dispositif qui s'appelle Stage Monde. Donc là, c'est un dispositif où il n'y a pas qu'un soutien financier, il y a aussi cet aspect-là avec une bourse qui s'élève là à 763 € par mois. Mais à côté de ça, il y a aussi une assurance qui est prise par la région, un accompagnement qui est proposé par un prestataire de la région qui est actuellement InfoJeunes Bourgogne-Franche-Comté. Et donc là, c'est un dispositif qui permet de partir pour des stages de 3 à 5 mois et qui s'adresse à un public qui n'est plus dans le cadre d'études. Donc là, ça intervient à un autre moment de votre parcours. Donc ça peut être pendant une année de césure. Je sais pas, par exemple, entre la licence et le master. On n'a pas tout de suite le master qu'on désire, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire et on désire d'abord faire un stage. Ça peut être très classiquement à la fin des études. On a encore besoin un peu de se former, notamment d'avoir une expérience à l'étranger
pour trouver son premier emploi. Donc, ça peut être une possibilité. Ça peut aussi être une possibilité après une première expérience professionnelle. On veut encore se spécialiser ou un peu mieux se former. Voilà, c'est un programme qui peut intéresser à différents moments du cursus. Les critères, là, ça va être, il faut être domicilié en Bourgogne-Franche-Comté. Comme ce n'est plus sous couvert d'un établissement, il n'y a pas d'autres critères que votre adresse, en fait. Il faut avoir entre 18 et 30 ans. Et après, le principal critère, ça va être votre projet. Le projet professionnel, il faut un tout petit peu démontrer votre motivation et pourquoi vous voulez faire ce stage à l'étranger. Très bien, merci Stéphanie. Du coup, on en vient aux questions, voilà, que ce soit ici à Besançon ou dans les autres salles. Donc, on a une main levée ici. Dans un premier temps, on va commencer par la question à Besançon. C'est pour qu'on vous entende ailleurs, parce que si vous parlez sans micro, on ne vous entendra pas. Approchez. Bonjour. Je voulais savoir si la région propose des stages ou un site où des stages sont proposés, répertoriés. Des offres de stage. Non, il n'y a pas directement d'offres de stage. Il y a différentes possibilités, notamment sur le site Agitateur de mobilité, il y a aussi possibilité de trouver des choses. Après, ça passe beaucoup par les établissements. Donc, les établissements en général ont déjà un certain nombre sont déjà dans des réseaux, ont déjà eu d'autres jeunes qui sont partis, donc avec des stages proposés, mais directement, il n'y a pas. Dans le cadre du programme Stage Monde, il y a un accompagnement qui est proposé. Donc là, il y a une aide à la recherche de stage, même si chacun reste autonome, mais pas directement d'offre de stage. D'autres questions par ailleurs? Daria, tu souhaites intervenir? Non, pas spécialement, c'est juste que... Non, voilà, comme je disais tout à l'heure, on donne plein de conseils sur notre portail étudiant, comment rechercher un stage, et aussi on recense plein des sites qui publient les offres de stage. Tout le monde peut consulter ça et s'inspirer de ces ressources. Très bien, merci. Merci aux intervenants. On va passer au thème suivant qui sera donc l'engagement volontariat. J'appelle ici, non, Maison Rhénanie-Palatinat, ouais, tu restes. Et puis par contre, d'appeler la jeune fille Annika. Tu peux venir accompagner Ragna. On a évoqué les études, les stages. On va parler d'une autre forme. On va prendre celui-là. Donc, on a parlé d'études, on a parlé de stages. On va parler maintenant d'une autre forme d'expérience à l'étranger qui est celle du volontariat. Alors, ça a été évoqué juste avant. C'est vrai qu'on peut aussi avoir des parcours de vie qui ne sont pas très verticaux, linéaires dans l'entonnoir. On peut faire ses études un peu plus tard parfois ou des stages à différents moments. Le volontariat, lui, peut se placer au contraire entre les études secondaires et les études supérieures. Il peut se placer dans une année de césure ou il peut se placer à la fin, on va dire au moment de l'insertion professionnelle. Alors, il existe différents dispositifs, ils sont même assez nombreux, faut bien le dire, que ce soit des dispositifs portés par l'Union européenne ou par des structures privées ou dans un cadre bilatéral. On va avoir deux exemples cet après-midi avec le Corps européen de solidarité et le témoignage de la ville de Dijon. Et Anne Villiers va nous rejoindre via la visio. Et toujours la maison de Rhénanie-Palatinat pour les programmes dits volontariat écologique franco-allemand et volontariat culturel franco-allemand. Et on a même avec nous une témoin, une bénéficiaire actuellement de ce programme à Besançon. On va commencer par le Corps européen de solidarité avec Anne Villiers qui est connectée depuis Dijon. Voilà. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toute la Bourgogne-Franche-Comté. Et je vois que Anne n'est pas seule à l'écran. Non, alors Anne n'est pas seule parce que Anne a la chance d'avoir une alternante, une jeune en apprentissage vers moi. Bonjour. Qui s'appelle Myriam et qui est d'une grande aide pour Anne Villiers.
Bonjour à toutes les deux. Alors, concrètement, le Corps européen de solidarité, qui peut y accéder? Comment ça marche? Et comment est-ce que vous, Ville de Dijon, vous êtes investi dans le dispositif? Alors, je vais juste peut-être repréciser un petit peu, enfin redéfinir un peu ce qu'est l'engagement en volontariat. Hein. L'idée, c'est de se mobiliser pour des causes d'intérêt général, hein, dans différents domaines. Alors, je vous dirai les différents domaines qu'il peut y avoir sur les différents dispositifs. Dans une association, mais aussi dans une collectivité. Donc, c'est ce qu'on fait à la Ville de Dijon depuis 10 ans maintenant. On accueille, même depuis 11 ans, on accueille des jeunes engagés dans le volontariat. Donc, c'est des dispositifs à durée plutôt limitée, sans rémunération, hein, c'est une indemnité, qui ne sont pas très élevées, mais enfin, en tout cas, une indemnité quand même. Et puis, sur des missions très différentes. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'au-delà de l'engagement civique, hein, c'est aussi le moyen d'acquérir des compétences, différentes compétences, de découvrir le monde du travail à l'international aussi, et puis de pouvoir préparer son projet d'avenir. Donc, nous, on accueille et on envoie des jeunes, on est en réciprocité. Voilà. Donc, pour mener cet engagement, donc nous, à la Ville de Dijon, on travaille avec 2 dispositifs. Donc, effectivement, le Corps européen de solidarité, mais beaucoup en ce moment, le service civique à l'international, puisque pour le Corps européen de solidarité, on vient tout juste d'être labellisé. C'est tout nouveau, donc on est en train de le mettre en place. On avait plus l'habitude de faire du service volontaire européen, donc c'est l'ancêtre, hein, du Corps européen de solidarité. Mais en tout cas, on est labellisé et on va mettre en place donc effectivement un échange de jeunes entre différents pays dans le cadre du Corps européen de solidarité. Je voudrais quand même revenir un petit peu. C'est quoi la différence pour vous entre un stage et un volontariat? Pour que ce soit bien clair dans la tête de celles et ceux qui nous écoutent. Alors, un volontariat, c'est en dehors des études, en dehors de toute formation, c'est effectivement pendant une année de césure ou même en dehors d'une année de césure, si on a tout fini et qu'on veut, avant d'entamer une carrière professionnelle, ça permet d'avoir une expérience aussi, un engagement, une expérience. Donc, un volontariat, c'est un contrat, donc, et puis indemnisé. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une grosse différence, mais c'est quand même structuré par le code pour le service civique, par le code national du service civique, mais aussi pour les projets européens, par le Corps européen de solidarité, par le Erasmus+. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une différence peut-être par rapport à la durée? Est-ce que le volontariat est plus long qu'un stage en général? Alors, oui, c'est plus long. Alors, c'est plus long. Alors, je n'ai pas l'idée de toutes les durées de stage qui existent. Mais par exemple, un service civique, que ce soit un service français ou à l'international, c'est entre 6 et 12 mois. Nous, à la Ville de Dijon, on accueille des jeunes sur 10 mois, d'octobre à juillet. Le Corps européen de solidarité, c'est pareil. Hein, c'est de 2 à 12 mois aussi. C'est à partir de 2 mois. Donc, ça pourrait ressembler à un stage, effectivement. Mais ce n'est pas un stage. Hein. Je ne sais pas si j'ai répondu, Julien. Oui, tout à fait. Bon. C'est pas structuré de la même façon, c'est pas le même dispositif. Oui, c'est ça, c'est de 2 à 12 mois. Donc, un corps européen de solidarité pourrait peut-être, au niveau de la durée, ressembler plus à un… Est-ce que le volontariat, on va dire, n'a pas un côté économique dans le sens où on ne va pas intégrer une entreprise, mais plus une association, une ONG, une administration? Oui, c'est ça. C'est ça. Et alors, c'est pas du tout dans à but lucratif. Hein. Donc, c'est vraiment pour les associations et pour les collectivités territoriales essentiellement. Effectivement, nous, l'idée, c'est pas du tout de former des jeunes pour intégrer une entreprise après, mais cependant, c'est quand même aussi pour avoir une compétence, des compétences, et pouvoir aussi avoir une expérience semi-professionnelle, on va dire. Hein. Même si je veux bien insister sur le fait que c'est un engagement civique, hein, quand même. Voilà. Alors, du coup, je vais plus loin sur les dispositifs qu'on utilise pour des projets. Oui, tout à fait. Comment est-ce que de jeunes bourguignons franc-comtois peuvent s'inscrire dans cette démarche et quelle aide, conseil peuvent-ils trouver auprès de vous? Alors, donc nous, on est quand même un petit peu habitués à accueillir des jeunes en service civique français, mais bon, ce n'est pas le sujet ici, mais à l'international.
C'est-à-dire qu'on peut conseiller d'accueillir et d'envoyer des jeunes, alors surtout pour les jeunes bourguignons et franc-comtois, donc pour pouvoir envoyer les jeunes. Nous, on travaille sur un projet qui utilise, entre guillemets, ces dispositifs, qui s'appelle Volontariat, jeunesse et réciprocité. Et l'idée, c'est de dynamiser les actions de coopération entre les villes jumelles de Dijon. Ce qui fait qu'on envoie des jeunes bourguignons et franc-comtois, j'insiste, parce qu'on a des jeunes franc-comtois qui sont candidats et qu'on sélectionne, puisqu'ils font partie de la même région. Et on les envoie auprès de nos villes partenaires. Donc, pour vous les citer, nous avons une ville en Roumanie, Cluj-Napoca. Nous avons aussi une ville en Italie, Reggio Emilia. Au Portugal. Alors, il y a plus de villes jumelles à Dijon, mais on a centré cet échange de jeunes sur ces villes-là parce qu'on a l'habitude de travailler depuis quelques années avec eux. Donc, c'est un tout petit peu plus facile parce qu'il faut que les jeunes puissent être envoyés dans des villes où il y a des tuteurs qui les attendent, où c'est très structuré, c'est sécurisant, etc. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, c'est du service civique à l'international et en réciprocité, et effectivement, du corps européen de solidarité. Voilà. Donc, ce sont des outils pour nous, ces dispositifs. Depuis 2016, on fait de l'échange en volontariat, en service civique à l'international et en réciprocité, donc avec nos villes partenaires. Mais on accueille des jeunes en service volontaire européen depuis 11 ans à peu près. Voilà. Donc, on est très content actuellement d'être labellisé maintenant Corps européen de solidarité. Donc, on va pouvoir mener ensemble des jeunes en service civique à l'international et puis aussi des jeunes qui font un Corps européen de solidarité. Le premier projet qu'on va avoir, c'est avec le Maroc. On a un gros projet à la ville de Dijon aussi, qui est le projet Response, qui est un projet de mobilité européen sur tout ce qui est objectif de développement durable. Et du coup, on va orienter toutes les missions des jeunes en corps européen de solidarité dans les 3 années à venir sur cette thématique-là. Et on va donc travailler avec les villes que je vous ai citées tout à l'heure, mais aussi avec l'Espagne, avec Saragosse en Espagne et Turku en Finlande, parce que Turku est une ville qui pilote avec Dijon le gros projet européen Response. Voilà. Très bien, et ça nous permet aussi de voir qu'il y a toute la dimension de mobilité sortante, comment on fait partir les jeunes de notre région, mais il y a toute une dynamique autour de l'accueil de jeunes volontaires et beaucoup de structures bourguignonnes franc-comtoises jouent le jeu et c'est un vrai plus, un vrai apport. On va parler maintenant plus spécifiquement et comme ça a été le cas d'ailleurs dans les 2 autres sessions, mais c'est vrai qu'il y a quand même un lien très très fort entre la France et l'Allemagne et a fortiori entre la Bourgogne-Franche-Comté et le land de Rhénanie-Palatinat avec lequel nous sommes jumelés depuis bientôt 60 ans. À la maison de Rhénanie-Palatinat, donc il y a c'est un centre culturel franco-allemand, d'abord il faut le rappeler, on peut y apprendre la langue allemande, y découvrir la culture allemande, et puis il y a toute une dimension jeune, l'accompagnement des projets de jeunes, et notamment le volontariat franco-allemand avec 2 composantes, la composante culturelle et la composante écologique. Est-ce qu'on peut en savoir plus avec vous deux? Oui, merci d'abord pour le rappel sur les missions de la maison de Rhénanie-Palatinat à Dijon. Effectivement, la maison organise pas seulement des stages pour partir en Allemagne ou partir faire des études en Allemagne, mais aussi partir faire un volontariat en Allemagne. Et ce serait du coup dans le domaine écologique et culturel. C'est-à-dire que ce programme est fait pour les jeunes entre 18 et 25 ans. Comme vous avez dit au début, on peut très bien partir après le bac, faire un volontariat ou même après les études. Et là, les débutants en allemand seront les bienvenus aussi. Il y a du coup ce programme pour partir 12 mois, du coup 1 an, en Allemagne, dans une mission dans le cadre du service civique. Du coup, ce serait effectivement une mission plutôt orientée ou dans un intérêt général, c'est-à-dire pour le volontariat écologique franco-allemand, le VFA, on propose des postes
partout en Allemagne, mais aussi toujours dans la région de Rhénanie-Palatinat, dans des ONG, dans des institutions qui s'occupent plutôt pour la protection de la flore et la faune, des associations qui travaillent plutôt sur la protection de la nature ou des missions écologiques, mais aussi proposent aussi des volontariats dans des fermes, justement. On travaille plutôt dans des institutions, dans le domaine écologique. Ce qu'il faut rappeler quand même, vous l'avez dit, c'est 12 mois, c'est-à-dire que de tous les dispositifs dont on a pu parler jusque-là, c'est le plus long. Oui, effectivement. Parce que c'est même pas entre 6 et 12, c'est 12 mois. On part 1 an complet. Oui. Et pendant cette période, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la plus-value? Parce que, à la différence d'autres programmes et dispositifs, il y a quand même des rencontres régulières, il y a on va dire un programme dans le programme. Oui, alors si on est intéressé de partir faire un volontariat, il y aura 4 séminaires pendant l'année où tous les volontaires allemands et français vont se retrouver ensemble et faire un séminaire, apprendre déjà s'échanger sur leur expérience dans les missions, les différentes missions, mais aussi travailler sur l'interculturalité, qu'est-ce qu'on a vécu dans l'autre pays, comment on l'a vécu, qu'est-ce qu'on en apprend. Et l'insertion professionnelle après. Est-ce qu'il y a une différence entre les candidats français et les candidats allemands? C'est-à-dire, est-ce que les Français ont tendance à faire ce volontariat après les études? Est-ce que les Allemands ont tendance à le faire avant? Enfin, je dis ça parce que votre voisine de droite est un pur produit du volontariat et en l'occurrence, elle est très jeune. Oui, c'est tout à fait ça. Les Allemands. Moi-même, j'ai fait un service volontaire européen, mais pas en France, en Estonie. Mais bon, je l'ai fait après le bac aussi. Et les Français, effectivement, ont la tendance à faire un service volontaire après. Les études. On va lui donner la parole à Annika, qui est récemment arrivée à Besançon dans le cadre du volontariat, alors pour le coup culturel, volontariat culturel franco-allemand. Alors quand on dit culturel, c'est pas forcément dans le milieu de la musique, des arts ou autre, c'est on va dire tout ce qui relève de la citoyenneté et comme vous l'avez dit, de l'intérêt général. Qu'est-ce qui t'a motivé, Annika, à participer à ce dispositif? Toi qui as eu ton bac au mois de mai-juin. Oui, moi, je veux améliorer mon français et aussi je vais apprendre à être indépendante et faire de nouveaux amitiés et aussi apprendre comment la vie en français. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui a surpris tes proches, tes amis, ta famille, que tu veuilles comme ça partir aussi longtemps? Je ne vais pas dire aussi loin, parce que la distance entre Besançon et la Rhénanie-Palatinat, ce n'est pas énorme, c'est 4-5 heures de route, mais la période peut interpeller quand même, parce qu'un an, ce n'est pas rien à ton âge. Oui, mais en Allemagne, c'est très commun. Beaucoup de gens le font. Et aussi, beaucoup de mes amis sont partis à l'étranger, aussi plus loin que moi, en Afrique et choses comme ça. Et oui. C'est en quelque sorte un passage obligé pour les jeunes Allemands de faire ce type d'expérience? Oui, peut-être un peu. Voyager, rencontrer de nouvelles choses. Oui, c'est normal en Allemagne, oui. Alors, on te réinterrogera dans quelques mois parce que ça fait seulement 2 semaines et demie que tu es là, donc on ne peut pas tirer de bilan. Mais qu'est-ce qui te marque, qu'est-ce qui t'a marqué peut-être le plus depuis que tu es arrivé en France au quotidien? Alors, elle va peut-être pas oser le dire, je dis pour ceux qui nous écoutent, parce qu'elle l'a pas dit et moi non plus, mais elle fait son volontariat à la Maison de l'Europe. Donc, on se connaît bien avec Annika. Oui, le travail, parce que j'ai jamais travaillé dans un bureau, et aussi la vie toute seule, parce que j'ai juste passé mon bac cette année et j'ai habité avec mes parents. Et oui, il y a une grande différence là. Rania, concrètement, pour celles qui sont avec nous, qui nous écoutent, comment on fait si on veut des infos et si on veut candidater pour le volontariat franco-allemand dans sa dimension écologique ou culturelle?
On peut déjà se renseigner sur notre site web de la Maison de Rhénanie-Palatinat, si on est intéressé justement dans ce domaine écologique ou culturel, parce que le volontariat franco-allemand existe dans beaucoup d'autres domaines, mais la Maison de Rhénanie-Palatinat est responsable pour ces deux domaines écologiques et culturels. Et normalement, les candidatures pour faire ce volontariat commencent en janvier. Du coup, on peut, oui, très bien se renseigner justement sur notre site web et aussi nous appeler. Et donc, il existe en fait une liste de missions. Quand on candidate, on a accès à une offre en fait, de toutes les missions, toutes les structures qui veulent recevoir un volontaire. Et ensuite, on candidate, on sélectionne en fait dans l'ordre de préférence une, 2 ou 3 missions. Et après, ces missions, en tout cas, les structures vont revenir vers les candidats et éventuellement leur faire passer un entretien, etc. Mais on a quasi certitude de trouver une mission qui nous plaît. Pas la certitude que ça aboutisse, mais au moins de pouvoir piocher dans une offre existante. Donc, des candidatures janvier, les entretiens autour du mois de mars, et puis ensuite, le premier séminaire est l'arrivée en France au mois de septembre. Oui, voilà. C'est exactement ça. C'est ça la chronologie. Voilà. Je connais bien pour le pratiquer depuis 4-5 ans maintenant. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur le volontariat franco-allemand ? Est-ce qu'on a fait le tour? Non, juste que c'est une très très belle expérience. Voilà, je l'ai fait moi-même, pas en France, comme j'ai dit, mais comme toi, tu as dit, c'est super et enrichissant. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions parmi nos invités, nos partenaires dans les 6 autres villes de Bourgogne-Franche-Comté? Autant sur le service civique à l'international, le Corps européen de solidarité, le volontariat. Madame, approchez-vous s'il vous plaît, il faut que vous parliez dans le micro, sinon on ne vous entendra pas dans la visio. Pas de questions du côté de Dijon, visiblement ça a été très clair. Voilà. Merci Dijon. Et on a une question ici à Besançon, on l'écoute. J'ai une question générale. Bon. Ok, merci. Et par exemple, pour les bourses, il y a des bourses pour faire des stages et tout. Et je me demandais s'il faut avoir combien de temps, il faut avoir un temps spécifique de résidence dans la région pour faire la demande. Par exemple, moi, je viens d'arriver, je n'ai pas beaucoup de temps ici dans la région, donc c'est ça que je me demandais. S'il faut avoir quelques temps de résidence. Dans un cadre spécifique, dans un dispositif en particulier ou d'une manière générale? Donc, qui veut répondre? Parce que là, votre question porte plutôt sur le volontariat, sur les stages, sur les études, sur l'ensemble, sur les stages dans un cursus. Un stage, vous êtes inscrit dans une formation, une licence ou un master, et vous faites un stage. Okay. On va peut-être demander à Daria, puisque Stéphanie est partie. Oui, je peux répondre. Donc, si vous faites votre stage dans le cadre de vos études pour obtenir des aides financières, c'est en fait l'établissement de l'enseignement supérieur dans lequel vous êtes inscrite qui compte. Donc, si vous êtes étudiante à titre individuel à l'Université de Bourgogne, par exemple, vous avez un stage obligatoire ou facultatif à effectuer à l'étranger, vous pouvez potentiellement avoir la bourse Erasmus, la bourse de la région de Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'il y a plein d'étudiants internationaux qui obtiennent cette bourse-là, même s'ils ne sont pas français, même s'ils ne résident pas depuis très longtemps en Bourgogne, c'est vraiment l'institution de l'enseignement supérieur bourguignonne qui compte. Est-ce que j'ai répondu à votre question par rapport aux bourses et les stages? Il y a pas à partir du moment où vous êtes inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur, voilà, vous êtes éligible. C'est ça. Et puis Erasmus. Dans le dispositif, vous allez avoir un critère d'âge, notamment pour le volontariat, mais ce qui relève de l'éducation et de la formation, non, on a des exemples d'octogénaires italiens qui ont fait Erasmus. Ah oui,
Voilà, je reformule l'interpellation sur le fait que le lieu de stage doit être distant un certain nombre de kilomètres depuis la Bourgogne-Franche-Comté. Oui, ça paraît normal. C'est-à-dire si quelqu'un fait son stage à 20 kilomètres de chez lui, en Suisse par exemple, s'il habite sur Morteau ou sur Pontarlier, bon, on va dire qu'il n'y a pas nécessairement de raison d'avoir une aide financière pour le déplacement. Donc oui, il y a un kilométrage, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous? Non? Écoutez, on vous remercie, Anne, et j'ai oublié le nom de sa collègue. Je voulais juste ajouter quelque chose, Julien. C'est qu'on a un appel à candidature pour un jeune ou une jeune de Bourgogne-Franche-Comté qui souhaiterait partir en Roumanie. On a une mission sur l'animation de la langue française pour 10 mois là-bas et on n'a toujours pas de candidats de la région. On a plein de candidats d'ailleurs, mais de la région, on n'a pas. Donc, si parmi vous, vous êtes jeune ou vous connaissez des jeunes intéressés pour faire un service civique à l'international en Roumanie, voilà, vous pouvez me contacter par rapport aux coordonnées. D'accord. Moi, on veut bien recevoir l'info pour la relayer sur les réseaux sociaux. Je n'étais pas au courant, par exemple. D'accord, non, c'est vrai. Ouais, je veux bien la recevoir, d'autant qu'en plus, à Besançon, il y a aussi un jumelage avec la Roumanie. Oui. Merci beaucoup à vous deux à Dijon. Merci à nos invités ici à Besançon. On va passer à une autre partie. Delphine, c'est toi qui la pilote. Pour le coup, Julien, je t'invite à venir t'asseoir parce que maintenant, il y a de la place. On est peut-être un petit peu fatigué. Donc, il y a Thierry qui nous rejoint. Donc, pour cette dernière partie, quatrième, consacrée à partir autrement. Donc, l'objet de cette partie, c'est d'expliquer qu'il y a aussi d'autres dispositifs, programmes ou moyens, en tout cas, de partir à l'étranger, sachant que pour l'instant, on avait plutôt parlé de mobilité plus peut-être formelle ou en tout cas qui s'inscrivent dans le cadre de programmes avec des institutions, des financements possibles, etc. Et là, on va parler d'autres formes de mobilité qui peuvent être plus courtes, qui peuvent être plus lointaines, enfin voilà, quelle que soit la destination dans le monde. Et puis peut-être un petit peu qu'on peut schématiser en disant que c'est des manières de partir, c'est ça, autrement, quoi. Oui, c'est ça. Donc l'idée, en fait, c'est de vous donner quelques idées de partir autrement, en dehors des stages, des études, des volontariats. Donc je vais vous donner quelques idées. C'est des choses que vous retrouverez sur le site agitateurmobilité.fr, sachant que je ne vais pas tout vous dire parce qu'il y a trop de choses. Donc, par exemple, il est possible de partir au pair. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, un séjour au pair, c'est quoi? L'idée, c'est de vivre dans une famille pendant quelques mois. Vous vous occupez des enfants et en contrepartie, vous êtes logé, nourri et vous touchez un peu d'argent de poche. Donc ça, c'est dans les grandes lignes. L'intérêt d'un séjour au pair, c'est une façon de partir qui coûte pas cher puisque vous êtes logé, nourri et que vous touchez de l'argent de poche. Ça permet de progresser en langue. Vous partagez la vie d'une famille, donc ça permet aussi de mieux connaître la culture, la vie du pays. Vous êtes vraiment en contact de la population, quoi. Donc ça peut se faire, en général, on part pour 6 à 12 mois, même s'il y a des séjours possibles à partir de 3 mois. Il faut être majeur. On peut pas faire ça avant 18 ans. Les pays possibles, on peut partir. Alors, il y a tous les pays d'Europe où c'est possible. Alors, sauf pour le moment le Royaume-Uni qui n'est plus, pour l'instant, plus accessible pour les séjours au pair. Mais c'est à cause du Brexit, ouais. Sinon, d'autres destinations sont possibles comme les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc, en gros, comment faire pour partir au pair? Il y a deux solutions. Soit
vous passez par un organisme de placement, soit vous partez, vous trouvez votre famille tout seul. Alors, passer par un organisme, ça donne plus de sécurité. Donc là, il en existe, parce que c'est l'organisme en fait qui va s'occuper de vous trouver la famille. C'est lui qui va, en cas de problème, ils seront là, quoi. Si ça se passe pas bien avec la famille, vous aurez toujours un interlocuteur qui pourra essayer d'arranger les choses. Et c'est l'organisme qui trouve la famille? Oui, alors c'est l'organisme qui trouve la famille. Alors en principe, pour faire ça, il faut quand même avoir, déjà, il faut avoir envie de s'occuper des enfants et avoir envie de partager la vie d'une famille. En général, l'organisme il va vous demander, première question, est-ce que vous avez de l'expérience avec des enfants? Donc, c'est vrai il faut quand même avoir déjà gardé, avoir des expériences de garde d'enfants autour de vous. Quelqu'un qui a le BAFA, c'est un plus. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un plus. Alors, on parle souvent de jeunes filles au pair, mais c'est aussi ouvert aux garçons, même s'ils sont moins nombreux. C'est tout à fait possible de partir au pair en tant que garçon. Est-ce qu'il y a un âge maxi? Parce que tu as parlé de 18 ans, mais... Alors, il y a un âge maxi, mais ça dépend des pays, parce qu'en général, c'est un statut particulier dont les règles varient selon les pays. Je pense qu'on peut dire que jusqu'à 25-30 ans, c'est possible. Est-ce qu'on travaille toute la journée? Est-ce que c'est légalisé, enfin légiféré? Combien d'heures on travaille par jour? Ou en tout cas, on est avec les enfants. Et à la limite, est-ce qu'on fait du ménage aussi? Enfin, c'est juste l'image un peu qu'on peut avoir. Oui. Alors, effectivement, c'est un statut qui est encadré, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. La durée, au pair, c'est une 30aine d'heures par semaine à peu près. L'idée, c'est pas de faire du ménage, c'est vraiment, ça doit être centré sur les enfants. Alors après, il peut y avoir des activités annexes, hein. Ça peut être leur faire à manger, il peut y avoir un petit peu de ménage, mais ça doit pas être l'activité principale. D'accord. Voilà. Sinon, autre solution. Par contre, quand on passe par un organisme, il faut être sélectionné par l'organisme. Il faut que l'organisme ait une famille pour vous. Hein, donc, en fonction de l'offre, du nombre de familles qu'ils ont et de la demande de jeunes, il y a plus ou moins de... Ils sont payants, ces organismes? Alors voilà, c'est une bonne question. Ils sont payants, effectivement. On va dire que le placement entre les frais les cotisations, frais administratifs, c'est de l'ordre entre 150 et ça peut monter jusqu'à 3, 4, 500 pour les plus chers. D'accord. Et d'une manière générale, il y a un organisme au niveau national, la fédération, pour s'informer, pour peut-être se garantir d'avoir un organisme fiable? Alors, il existe beaucoup d'organismes qui font du placement au pair. Pour éviter les mauvaises surprises, on va dire, on peut conseiller de passer par un organisme membre de ce qu'on appelle l'UFAP, c'est-à-dire l'Union française des agences au pair. Donc, ce sont une quinzaine d'organismes qui sont membres de cette union, dont le placement au pair est vraiment le métier de base. Après, il y a pas mal d'organismes de séjour linguistique qui font aussi du placement au pair. Ok. Voilà. Bon, merci. Est-ce qu'on enchaîne sur la deuxième notion? Ouais, sinon, en 2 mots, on peut aussi trouver sa famille soi-même. Donc, il existe des sites qui font le lien. Là, par contre, donc il n'y a pas de frais de placement. Par contre, il faut négocier soi-même, tout se débrouiller soi-même. Donc, le conseil, c'est de bien négocier les choses avec la famille avant de partir pour éviter les problèmes, c'est-à-dire les tâches à effectuer, le temps de travail, les conditions de logement, est-ce qu'on est tout seul dans sa chambre ou est-ce qu'on est plusieurs, les jours de repos dans la semaine, les jours de congé, voilà, faut tout. Cette solution, j'ai envie de dire, on peut quand même l'envisager, par exemple, si vous n'êtes pas retenu par un organisme,
parce que, voilà, pour une raison ou pour une autre, ou peut-être parfois on peut aussi trouver des séjours plus courts. Ça peut arriver. Donc là, c'est vraiment des offres, des annonces sur le site. Vous retrouverez des sites sur Agitateur Mobilité, on en a listé par exemple. Très bien. Voilà. Prochain thème, puisque s'il y a des questions sur le séjour au pair, on y viendra dans une petite vingtaine de minutes à la fin de la thématique, voilà, sur le temps de questions-réponses. Alors, une autre possibilité, c'est ce qu'on pourrait appeler des formules hébergement contre service. C'est un peu le même principe qu'au pair, mais sauf que c'est pas forcément pour s'occuper d'enfants. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous avez peut-être entendu parler du woofing. C'est ce type de choses-là. J'ai une petite vidéo, un témoignage sur quelqu'un qui a fait du woofing en Nouvelle-Zélande. Je vous propose de la regarder. Puis on en reparle après. Je suis partie en Nouvelle-Zélande pendant 7 mois, durant une année de césure. Et je suis partie pour voyager et j'ai travaillé de petits jobs saisonniers, c'est-à-dire cueillir des fruits et travailler dans des fermes biologiques. J'ai beaucoup fait de woofing et c'est mes meilleures expériences aussi. J'ai préféré 1000 fois plus faire ça que faire de la cueillette de fruits. Le woofing, c'est donc travailler dans des fermes souvent biologiques. Et on aide les familles à travailler, à nourrir les animaux. Moi, par exemple, j'ai dû m'occuper de chevaux. Donc, toute la matinée, je devais les monter, les nourrir, m'en occuper, les soigner. Et l'après-midi est libre, on fait ce qu'on veut. Et donc, on est nourri gratuitement et on est logé gratuitement. Et ça permet en fait de rencontrer, de vivre avec vraiment des habitants, les gens sur place et du coup de mieux parler avec eux anglais parce que dans les backpackers c'est que des étrangers, énormément de français, donc c'est pas là qu'on apprend le meilleur anglais en fait. Le woofing c'est une des meilleures solutions parce qu'on dépense pas un centime et on a des belles rencontres, des belles expériences. J'ai appris à couper du bois. Voilà. Voilà, donc là, c'était un témoignage sur le woofing. Donc le woofing, comme elle a expliqué, c'est vivre dans une ferme biologique. Vous partagez la vie de la ferme, la vie de la famille, et vous donnez un coup de main. Alors ça peut être pour s'occuper d'animaux, ça peut être pour les cultures, mais ça peut être aussi pour la cuisine ou pour autre chose. Donc là, par contre, il n'y a pas vraiment d'organismes qui font ça. Le woofing, c'est un site internet en fait qui met en relation les fermes qui chercheraient et les familles et les jeunes qui souhaiteraient partir. Et donc le principe, vous êtes logé, nourri et en échange, vous fournissez 4-5 heures de travail par jour à peu près. Donc ça, c'est un moyen de voyager pas cher. En général, ce sont des expériences de courte durée, quelques semaines, 1 mois, 2 mois, mais vous pouvez très bien en enchaîner plusieurs. Ça permet de mettre le pied dans un pays, ça permet de séjourner, de voyager, de découvrir, de rencontrer du monde. Sur ce même principe, il existe donc le woofing, donc c'est uniquement des fermes bio, c'est un des premiers sites qui a fait ça, mais il existe d'autres sites qui proposent le même principe, mais en élargissant à d'autres activités. helpx.net, workaway.info, vous les retrouverez sur Agitateur Mobilité aussi. Donc ça peut être des gens, je sais pas moi, qui tiennent une auberge, qui ont besoin de quelqu'un pour leur donner un coup de main. Ça peut être du bricolage, ça peut être faire les courses, ça peut être faire du ménage, ça peut être du jardinage. Est-ce qu'on obtient pour des destinations qui ne sont pas à l'intérieur de l'espace Schengen un visa facilement pour ce type de démarche? Alors, c'est une bonne question, effectivement. Donc, alors, tout dépend des pays. Dans certains pays, on peut y aller en tant que touriste et ça va être considéré, c'est du bénévolat puisqu'il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de contrat de travail.
Donc, il y a des pays dans lesquels on peut y aller en tant que touriste. D'autres pays vont assimiler ça à du travail, donc vont exiger un permis de travail. L'une des possibilités, c'est d'utiliser le permis vacances-travail, mais que je vous présenterai tout à l'heure. C'était une bonne transition. Voilà. Donc moi, je ne vais pas vous parler de travail, mais de vacances. Voilà. C'est-à-dire simplement la possibilité de découvrir en tant que touriste l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle l'initiative Discover EU, donc découvrir l'Union européenne. Alors c'est quelque chose d'assez récent et qui s'adresse uniquement aux jeunes de 18 ans, sauf cette année, puisque les candidatures sont ouvertes, c'est très précis, hein, sont ouvertes au mois d'octobre 2021, entre le 12 octobre à 12h et le 26 octobre à 12h, et ça concernera tous les jeunes qui sont nés entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2003. Alors pourquoi est-ce que ça ne concerne pas que les jeunes de 18 ans? À cause de la période de Covid que nous avons connue, qui a empêché les jeunes de 18 ans l'année dernière de profiter de cette initiative. Alors c'est un programme assez particulier puisque il faut avoir donc effectivement cet âge très très précis. Il faut candidater sur la plateforme Discover EU et cela permet ensuite d'avoir un forfait, d'avoir un coupon en fait qui est octroyé par une agence de voyage qui est missionnée par la Commission européenne, une sorte de passe, si vous voulez, qui va vous permettre de voyager librement dans l'Union européenne, soit sur une période assez courte qui peut concerner jusqu'à un seul pays étranger éventuellement, ou éventuellement vous balader un petit peu partout, préférablement en train, sauf pour celles et ceux qui viennent des régions ultra-périphériques, mais on n'est pas à La Réunion ou en Guyane, donc on va rester sur la Bourgogne-Franche-Comté. Donc une initiative assez intéressante qui est assez méconnue, mais qui permet tout seul ou en groupe, jusqu'à 4 personnes, de profiter des joies de la découverte culturelle, patrimoniale de l'Union européenne. Donc je vous renvoie au site internet Discover EU pour avoir plus d'informations. Donc là, la conditionnalité de l'âge, je l'ai évoqué. Il faudra ensuite répondre à un quiz. Un petit quiz assez rapide, assez sympa à faire et attendre. Le genre de quiz où on gagne tout le temps ou... Alors non, on gagne pas tout le temps puisqu'il y a un montant en fait, un montant global, une dotation pour un certain nombre de jeunes. Donc non, les places, on va dire, c'est pas acquis pour tout le monde. Et il y a la possibilité ensuite donc soit d'avoir un ticket, un pass flexible ou un pass fixe. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc qui va permettre d'avoir, dans la limite d'un certain coût, pour l'Interrail, pour le pass en train, c'est jusqu'à 260 €, mais qui permettra d'avoir plusieurs jours de voyage disponibles si vous voulez faire le tour de l'Europe ou faire toute la Scandinavie ou toute l'Europe du Sud. Il faut alterner des périodes de transport, de train et ensuite rester un petit peu sur place. Et puis, si vous savez exactement quand est-ce que vous partez, quand est-ce que vous revenez, à ce moment-là, c'est des périodes fixes. Et donc, il y a dans la limite de la valeur donc de 260 € la possibilité de financer son aller-retour. Mais toujours avec l'idée d'aller au moins dans un autre pays. Ça ne vous empêche pas de visiter la France si vous le souhaitez, mais à ce moment-là, il faut que vous ayez à un moment donné dans votre périple un pays voisin. Il est possible aussi de démarrer d'un pays étranger. C'est-à-dire si vous voulez prendre l'avion jusqu'à Tallinn et puis revenir de Tallinn en Estonie jusqu'en France en train, ça c'est possible. Voilà. Mais les transports à privilégier sont des transports dits verts ou en tout cas en commun, donc plus respectueux de l'environnement. Voilà. Juste à parler Discover EU. Ouais. Juste à parler de la période de candidature, mais la période de voyage en elle-même. Alors, la période de voyage, c'est à partir de l'année suivante, donc là, octobre, donc c'est pour 2022. Voilà. Mais vraiment, j'invite tout le monde à regarder sur Discover EU. Et donc, pour rappel, si vous savez tout de suite si vous êtes concerné ou pas, entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2003. Donc, soit en individuel, en groupe, mais rien ne vous empêche aussi de partir avec votre famille et d'avoir votre transport offert, mais que le reste de la famille suive en finançant son propre périple et ses propres besoins. Du coup, là, c'était Discover EU, donc j'imagine Union européenne. Et c'est tout, les États membres, oui. Voilà. Oui. Et pas de pays associés, etc. Non. Ou pas la Suisse? Alors, ça peut se faire comme ça à l'intérêt, ça peut se faire, mais on va dire que l'éligibilité du pays considéré comme autre pays que le sien, de son pays de résidence, doit être un pays de l'Union.
Ok. Et du coup, là, on va plus loin que l'Union européenne. On va enchaîner sur un autre dispositif, on va dire. Excuse-moi. D'accord. Ouais. Non, donc autre chose. Donc c'est là, on va évoquer un dispositif de la région, donc du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, qui s'appelle Jeunes citoyens du monde et qui va vous être présenté par une personne de la direction Europe et rayonnement international qui s'appelle Émilie Castel. Donc là, il s'agit d'une vidéo qui a été enregistrée et qui vous présente rapidement ce dispositif qui s'appelle donc Jeunes citoyens du monde. Vous engagez dans le domaine de la solidarité internationale, la région Bourgogne-Franche-Comté vous propose un dispositif, Jeunes citoyens du monde, qui permet aux jeunes âgés de 18 à 30 ans de réaliser une mission de solidarité internationale dans un pays en développement. En tant que bénévole, vous réaliserez une mission comprise entre 1 et 6 mois. Et pour ce faire, la région vous accompagnera via une aide financière de 1 000 € maximum par jeune. Alors, engagez-vous! Voilà. Juste peut-être quelques détails de plus sur le dispositif, puisque la vidéo, voilà, c'est un peu un teasing. La vidéo est assez brève, effectivement. Donc, en fait, l'idée de ce dispositif, donc ça s'adresse à des jeunes de 18 à 30 ans qui sont soit domiciliés en Bourgogne-Franche-Comté, soit étudiants en Bourgogne-Franche-Comté. L'idée, c'est vous partez effectuer une mission de solidarité internationale avec une association. Donc, vous trouvez une association qui vous envoie en mission à l'étranger et pour une durée de 1 mois minimum, 6 mois maximum. Et la région vous rembourse vous rembourse vos frais dans la limite de 1 000 €. Les frais, c'est quoi? C'est ça, transport, hébergement, visa, etc. Alors, ils remboursent la moitié des frais. Jusqu'à 1 000 €. Voilà, jusqu'à 1 000 €. Et quand on dit solidarité, c'est pas forcément, on pense tout de suite Afrique, mais non, ça peut être un projet de solidarité dans un autre pays européen ou dans un pays asiatique. Oui, ça peut être dans un pays asiatique. Citoyen du monde, par définition. Oui, c'est ça, oui, tout à fait, oui. Elle a évoqué pays en voie de développement. Plutôt en voie de développement, d'accord. Donc, une catégorisation quand même des pays à vérifier avec les services de la région. Autre dispositif du Partir autrement. Alors, autre dispositif, on a évoqué tout à l'heure le permis vacances-travail. Alors, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez travailler à l'étranger, en Europe, il n'y a pas de problème. Vous avez besoin, votre carte d'identité suffit. Si vous voulez travailler dans un autre pays du monde, en règle générale, on va vous demander un permis de travail. Et pour avoir un permis de travail, on va vous demander d'avoir trouvé un emploi avant. Alors, pour simplifier ça, certains pays ont passé un accord entre eux et ont mis en place ce qu'on appelle le permis vacances-travail. L'objectif, c'est de vous permettre de voyager pendant un an, voire 2, dans un pays, et vous avez le droit d'y travailler librement dans le but de financer votre voyage. Donc, le gros intérêt de ce permis, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un emploi pour le demander. Je ne sais pas si je suis claire. On dit que c'est un permis ouvert, effectivement, où il suffit juste de faire la demande et une fois arrivé dans le pays, on peut travailler. Comment est-ce qu'on a la liste de ces pays? Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a un site très bien fait sur lequel il y a toutes les infos, pvtist.net. Donc, tout ce que je vais vous dire et bien plus encore. Donc, la liste de ces pays, il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Ce sont les 3 plus demandés, donc des pays anglophones et en partie francophones pour le Canada. Il y a maintenant la grande majorité des pays d'Amérique latine, que ce soit le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, la Colombie. Il y a même le Mexique, le Chili, je crois. Oui, le Chili, presque tous les pays d'Amérique latine, quelques pays asiatiques, la Corée du Sud, bien sûr, le Japon, Hong Kong, et puis il y a la Russie.
Taïwan, oui. La Russie aussi. Donc, est-ce qu'il y a une durée maximale? Donc, la durée, c'est 1 an, sauf pour le Canada, c'est 2 ans. Maximum. Maximum, pardon, oui. Il n'y a pas de minimum. C'est-à-dire que le permis, on vous le donne pour 1 an. Après, si vous restez 2 mois, vous restez 2 mois. Mais ce qu'il faut savoir, il faut avoir entre 18 et 30 ans. Il y a quelques pays, le Canada et je crois l'Argentine et l'Australie qui acceptent jusqu'à 35. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, la durée, c'est 1 an. Donc, c'est un permis qui se demande auprès des ambassades. Donc, dans la plupart des cas, ça se demande en ligne. Parfois, il faut se déplacer à l'ambassade, ça dépend. Par exemple, l'Australie, ça se demande en ligne. Vous l'obtenez en quelques jours, voire en quelques heures. Il y a d'autres pays qui ont des quotas, comme le Canada. Donc là, ils font des tirages au sort. Donc, vous le demandez, et de temps en temps, ils font des tirages au sort. Donc là, on n'est pas sûr de l'avoir. Oui, c'est ce que je voulais dire. Une chose à avoir en tête, c'est que vous ne pouvez le demander qu'une seule fois par destination. Vous ne pouvez avoir qu'un seul permis vacances-travail pour l'Australie, un seul pour le Canada, un seul pour l'Argentine, etc. Donc, ne le demandez pas si vous n'êtes pas sûr de partir. Parce qu'il y a certains pays, si vous le demandez, s'ils vous l'attribuent, ils considèrent que vous l'avez eu, que vous vous en serviez ou pas. Donc, par exemple, je crois que la Nouvelle-Zélande, par exemple, vous le demandez, on vous le donne. Si vous ne partez pas, tant pis pour vous, vous n'en aurez pas d'autres. Donc, voilà, il faut faire attention à ça. Est-ce qu'il y a des conditions type avoir un minimum d'argent sur un compte, etc. ou une assurance santé? Alors oui, on ne vous demande pas d'avoir trouvé un emploi pour le demander, mais en contrepartie, on va vous demander d'avoir une somme minimum pour tout simplement que vous ne soyez pas à la rue, quoi, que vous puissiez vivre le temps de trouver un emploi. Alors, le montant, il est variable selon les pays, mais on peut, je ne sais pas, c'est autour de 2000, 2500, 3000 euros, ça dépend des pays, quoi. Oui, donc il faut financer son transport soi-même, avoir de l'argent sur son compte, donc ce n'est pas accessible à quelqu'un qui est juste, quoi. Voilà, c'est ça. C'est quand même une expérience qui se prépare, qui demande un certain investissement financier. Voilà, ouais, c'est donc. Si vous voulez travailler l'été pour gagner de l'argent de poche, c'est peut-être c'est pas forcément la meilleure expérience, quoi. Est-ce qu'on peut demander un permis vacances-travail tout en anticipant le fait d'avoir déjà trouvé un volontariat, un stage pour pouvoir rester dans le pays? Oui. Alors en fait, c'est effectivement le permis vacances-travail. On peut travailler, mais on peut aussi faire autre chose. On peut faire un stage, on peut faire du volontariat. On peut très bien combiner ça, par exemple, avec le programme Stage Monde dont on parlait tout à l'heure. Vous postulez pour Stage Monde, vous trouvez un stage, vous demandez un permis vacances-travail, vous partez là-bas. Les premiers mois, vous faites votre stage et une fois sur place, vous pouvez rester sur les mois qui restent pour voyager ou trouver un job ou faire autre chose. Donc oui, on peut faire du woofing, on peut combiner un peu toutes ces formules. C'est gratuit? Alors, ça dépend des pays. Il y a des pays pour lesquels le permis est gratuit, d'autres qui le font payer, je ne sais pas, 100 euros, 150, 200, ça dépend c'est variable. Ça dépend des pays. Ouais. Comme pour les visas, finalement. Voilà, c'est ça. Okay. Est-ce qu'il y a des questions parmi nos spectateurs, nos auditeurs, à Besançon ou ailleurs? Dans la Nièvre? Ici, à Besançon. Oui. Approche-toi, Clara, pour que les autres salles puissent entendre ta question. Est-ce que, par exemple, je pourrais faire un PVT au Canada et une autre année un PVT en Australie, par exemple? Alors, en fait, c'est une question de nationalité. Non, mais en fait, c'est des accords entre pays. Donc, la liste de pays que j'ai citée tout à l'heure, ça concerne les Français.
Bon, pour l'Espagne, puisque tu es espagnol, je ne connais pas la liste, mais je pense qu'il y a des pays possibles. A priori, les citoyens européens devraient avoir un accès presque équivalent. C'est vraiment des négociations de pays à pays. Entre pays, d'accord. Le Canada a négocié. Voilà. Je pense que vis-à-vis de l'Amérique du Sud, ça devrait être, probablement. jouable. Ouais. Noureddine, tu avais demandé la parole? Non? J'ai cru entendre ta voix. Non, j'ai juste dit que la question était très pertinente, en fait. Voilà. C'est tout. Mais je pense que tous les pays européens ont négocié des accords de permis vacances-travail avec d'autres pays. Je ne vois pas d'autres questions, Delphine. Non, on peut clore. Clore, à moins qu'il y ait d'autres demandes de parole, peut-être sur l'ensemble des dispositifs, des prises de parole, des remarques, des réflexions chez nos partenaires. Bon, si ce n'est pas le cas, il nous reste à vous remercier tous et toutes de votre présence, de votre intérêt, et on vous donne rendez-vous dans pas longtemps, dans quelques semaines. Peu de temps, tout à fait. Ouais, jeudi 14 octobre. Donc là, c'est une autre forme d'événement pour vous informer sur la mobilité internationale, puisque là, c'est un forum en ligne qui aura lieu sur le logiciel, sur la plateforme Discord. Voilà, normalement, les jeunes, vous connaissez. Donc, un forum en ligne avec des stands virtuels, notamment avec la présence de PVTiste, dont on vient de parler, qui est le spécialiste en France sur les questions de PVT, un organisme sur les séjours linguistiques, l'OFQJ pour ce qui est destination Québec, Info Jeunes, Maison de l'Europe évidemment, et puis un ensemble d'organismes régionaux, Maison Rhénanie-Palatina par exemple qui était là, la région, qui seront là pour vous informer et répondre à vos questions en ligne, donc le jeudi 14. Voilà, c'est un événement complémentaire d'aujourd'hui qui était sous forme de table ronde. La prochaine fois, vous aurez accès directement aux intervenants, donc pour poser des questions, on va dire, sur vos parcours et vos projets un peu plus personnels. D'ici là, on rappelle le site internet agitateurdemobilité.fr qui est la référence régionale sur l'ensemble de ces dispositifs. Merci, Julien. On vous dit à bientôt, et puis cette action, cette vidéo sera à retrouver aussi en replay sur les bons réseaux sociaux et plateformes vidéo. Merci Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté. Merci la Maison de l'Europe. Voilà. À très vite et portez-vous bien.